Gwenaëlle Traube, donc je suis chargée de mission tourisme durable pour le réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de notre cycle Les pauses déj des parcs, parlons éco-solutions. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder la thématique de la biodiversité, intégrer la nature dans vos pratiques. Et donc, nous serons ensemble pour 1 heure, de 13h à 14h. Et Stéphane, je te laisse passer la slide. Merci. Alors, quelques petites règles du jeu pour que le webinaire se passe dans de bonnes conditions. Alors, je vous invite à garder vos caméras allumées tant que possible pour plus de convivialité, pour qu'on puisse se voir. C'est quand même plus sympa en visio. Merci également de couper votre micro pour éviter toutes les nuisances sonores. Vous pouvez intervenir, poser vos questions via le chat pour qu'on prendra vos questions à la fin du webinaire. Il y aura une session de questions-réponses. Il y aura également des animations interactives qui seront prévues tout au long de la séance et le webinaire est enregistré pour le replay. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup et je passe la parole à ma collègue Laure Reynaud. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous accueille moi aussi avec un grand plaisir pour, comme le disait Gwenaëlle, ce deuxième webinaire Éco-Solutions. Juste un petit mot d'introduction. Donc, voilà, moi je travaille également pour le réseau des 9 parcs naturels régionaux. Avec Gwenaëlle, nous animons le projet Tourisme durable pour ce réseau. Ça fait une dizaine d'années que ce projet existe et au sein de nos actions phares, nous qualifions l'offre avec la marque Valeur Parc Naturel Régional, c'est la marque des parcs naturels régionaux. Et une fois que les entreprises sont engagées dans notre réseau, nous avons à cœur de les accompagner pour qu'elles puissent continuer à progresser dans leurs pratiques. Et il y a maintenant presque 4 ans qu'on a mis en place de nombreuses actions sur la question spécifique de la transition des offres et des établissements, et avec l'idée de vous accompagner pour vous aider dans cette transition. Et on a eu cette idée de déployer le portail Éco-Solutions. Vous avez le lien sur cette première slide et Stéphane va en reparler. Mais en quelques mots, c'est un centre de ressources sur lequel vous pouvez retrouver des initiatives portées par des entreprises régionales qui ont mis en place des actions, des éco-solutions pour engager leur transition ou la déployer ou l'accélérer. Et du coup, le webinaire dont on va parler aujourd'hui voilà, porte sur le cœur de cette action. Et les deux invités que va vous présenter Stéphane ont pu témoigner dans ce portail Éco-Solutions. Voilà, vous voyez à l'écran aussi, donc c'est une série de 4 webinaires. On est au deuxième, comme disait Gwenaëlle, mais il y en a 2 autres qui vont arriver. Le 4 juin, on parlera des économies d'eau et le 11 juin, du zéro déchet. Voilà, je laisse la parole à Stéphane qui va animer ce webinaire pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Stéphane Crandall, je suis très heureux de vous présenter ce parcours éco-solutions dont j'ai participé pour son élaboration. Avant de vous présenter et de partager un moment avec 2 super-héros de l'écotourisme qui apparaissent dans ce parcours éco-solutions, je vous propose une petite visite guidée. D'abord, en vous rappelant l'URL où vous pourrez retrouver ce parcours qui est assez simple, qui est écosolutions au pluriel-pnrsud.fr. Et voilà, je vous invite pour une petite visite guidée, on y va. Donc, vous arrivez dans un ensemble d'univers comme celui-ci. On l'a imaginé comme une expérience immersive où vous pouvez trouver des sources d'inspiration pour accélérer une transition vers un tourisme qu'on pourrait dire à impact positif. Alors, ça peut se faire depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Et donc, c'est une balade en ligne avec plusieurs univers. Donc, vous le voyez, on est passé du parking au potager, pour ceux qui en ont, les jardins, les piscines. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a des pastilles rouges Ah, qui... j'entends du bruit.
des pastilles rouges derrière lesquelles se cachent des contenus. Quand vous activez la pastille rouge, il y a une petite infobulle qui apparaît et qui vous permet d'accéder à ces contenus. Alors, il y a des fiches actions thématiques qui reprennent en un seul recto verso qui sont composées de rubriques pragmatiques pour passer à l'action, pour découvrir des trucs et astuces. Et puis un ensemble de vidéos où en 3 minutes, des pionniers de l'écotourisme témoignent face caméra de leurs bonnes pratiques et de leur passage à l'action réussi. Alors, voici, là vous avez notamment Bruno, Jean-Marc que je vais présenter très très vite, et dans un autre univers, dans un autre espace, mais je vais essayer de tenter la frustration en vous faisant pas découvrir leur vidéo, en vous donnant envie d'aller cliquer, de retourner dans ce parcours éco-solution, où vous avez donc une trentaine de témoignages qui sont autant d'inspiration pour le passage à l'action. Alors, si on revient sur... hop, arrêtez le partage. Si on revient sur notre... J'y viens tout de suite, je vous demande un tout petit instant. Voilà. Nous y sommes. Alors, voilà nos invités. Donc, j'espère que vous aurez la curiosité d'aller découvrir sur le parcours. Donc, en attendant, pour parler de nature et de biodiversité aujourd'hui, ces deux super-héros sont Bruno Boisé et Jean-Marc Manivet, qui sont respectivement fondateurs et gérants de Terre des Baronnies, et pour Jean-Marc, coordinateur du tiers-lieu et gérant du camping Les Fines Roches, qui se trouve à Roquestéron. Bonjour Bruno, bonjour Jean-Marc, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ouais, ça c'était pour le test du micro, donc tout va bien. Est-ce que pour introduire notre sujet du jour, vous pourriez me dire tous les deux quel est le dernier être attendez, le dernier être vivant mais non humain, c'est ça que je voulais dire, que vous avez été amené à croiser depuis votre réveil ce matin? Ah, je commence? Ouais, si vous avez Alors moi, croisé. je vais pas parler de ce matin, mais je vais parler d'il y a 4 jours. J'ai un chevreuil que j'ai vu à une trentaine de mètres et alors je me suis fixé, je n'ai pu bouger et il est venu jusqu'à 5-6 mètres de moi. Donc ça, Ah, c'est plutôt pas mal. excellent. Et vous, Jean-Marc? Et moi, moi c'est ce matin, il y a eu des chevreuils aussi, mais ce qui était le plus satisfaisant pour moi, c'est que c'est des campeurs qui sont venus, qui m'ont dit, on a été réveillés sur notre emplacement par deux chevreuils et ils avaient vu des biches la veille près de la rivière. Ouais, on peut imaginer pire comme réveil. Super. Bon, ça campe un petit peu l'endroit où vous vous trouvez. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de venir vous découvrir. Alors, je vais vous demander comment vous êtes devenus des super-héros de la biodiversité, mais avant, je voulais peut-être solliciter les participants qui nous ont rejoints là, depuis 13 heures. Et peut-être, j'en suis certain, vous poser une première question parce que vous ne nous avez pas attendu pour passer à l'action. Et on voulait un petit peu, dans le chat, peut-être, dans le fil de discussion, vous nous indiquiez, pendant qu'on commence un petit peu à échanger avec nos invités, ce que vous avez déjà fait, ce que vous faites aujourd'hui pour intégrer la biodiversité dans vos pratiques. Ça nous permettra peut-être de- d'interagir avec nos intervenants un petit peu plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas, le fil de discussion est à vous. Laure et Gwenelle vont jeter un petit coup d'œil là-dessus et nous ferons une petite synthèse tout à l'heure quand on en aura terminé avec Bruno. Bruno, avant de parler de biodiversité, je voulais moi-même faire une petite introduction pour rappeler pourquoi est-ce qu'on parlait de ça aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il fallait se soucier de biodiversité quand on est un professionnel du tourisme. Ben, je vais m'appuyer sur l'excellente étude de l'Arbe là, qui est sortie en 2025, qui s'appelle Regard sur la nature 2025, où l'on redécouvre, si besoin, qu'en fait notre région est une région exceptionnellement dotée en matière de biodiversité. Elle abrite le plus grand nombre d'espèces animales et végétales en France. Euh, Vous le voyez, j'ai mis quelques chiffres pour les oiseaux, les amphibiens, les papillons. Et pourquoi, en fait, un professionnel du tourisme devrait se soucier de biodiversité? Bah, parce qu'il faut le rappeler, la biodiversité, elle soutient la qualité de l'eau et la fertilité des sols. Elle est responsable donc de la pollinisation et donc de la production de ce qu'on mange, de notre nourriture.
Ce fameux climat dont on parle tant aujourd'hui, eh bien, c'est la biodiversité qui la régule. Et c'est pas négligeable, c'est grâce à elle aussi, on l'a entendu dans la bouche de nos invités, qu'elle peut renforcer l'attractivité de nos territoires, notamment aussi en façonnant le paysage. Alors, elle est menacée, toujours extrait de l'étude de la RBE. On le voit, si on se focalise juste sur les oiseaux, on en a énormément, 250 espèces dans notre région, mais il y a déjà un certain nombre, 6% d'entre elles qui sont menacées, 10% qui sont en danger et 21% qui sont vulnérables. Donc, on est dépositaire de cet exceptionnel sanctuaire et du coup peut-être un petit peu responsable de le préserver, ou tout du moins de le protéger. Alors, Bruno, quand on a préparé ce webinaire, j'ai repensé à toutes ces actions que vous avez déjà entreprises et je me suis dit, ce serait quoi votre super pouvoir si c'est moi qui devais le donner? J'ai pensé au jardinier des baronnies. Alors, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez vous-même nous présenter votre super pouvoir? Alors, j'ai pas réfléchi à comment appeler nos pratiques, hein, parce que je parle, mais j'oublie pas Aline, hein, on est à deux à réfléchir à comment favoriser la biodiversité. Donc, si je vais sur voilà, le super pouvoir, c'est une mise en pratique, enfin, sur des compétences, on va dire, transversales qui visent à créer une vraie diversification et un réensauvagement floristique qui, de là, va permettre aussi, et ça, c'est pas nous qu'on avons la maîtrise, c'est ce premier travail qu'on va faire, à retravailler et accueillir, hein, parce que ça, c'est vraiment pas nous qu'on avons la maîtrise, de nouvelles espèces qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière et qui finissent par revenir. Et puis, très probablement, mais ça, c'est plus dur à quantifier, à maintenir la biodiversité déjà en place. Quand je dis biodiversité, il y a les plantes, mais il y a aussi tous les animaux. Et ce travail, on le fait sérieusement depuis 15 ans, mais on avait commencé déjà il y a 25 ans à se poser des questions. Mais en pleine conscience, c'est un travail de 15 ans, donc il faut s'inscrire sur le temps long. Ok. Alors, vous avez souligné le lien entre la flore et la faune, mais concrètement, dans vos pratiques, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de bonnes pratiques qui pourraient préserver Ouais. justement cette biodiversité? Alors, la pratique qui me semble la plus simple que tout le monde peut faire, c'est ne pas faucher ces espaces verts en permanence. Alors, nous, alors, c'est un exemple, mais il y a 6 hectares, donc je ne vais pas faucher les 6 hectares pour que ça soit comme un gazon anglais au quotidien. Il y a des espaces de circulation pour nos hôtes, donc qui, eux, sont entretenus régulièrement. Il y a une zone de jeu pour les enfants qui est entretenue, et tout le reste et laissé en sauvage jusqu'à l'automne quand tous les cycles de vie vont s'arrêter, que tout le monde va rentrer dans la terre. Et à partir de là, donc généralement c'est fin octobre, début novembre, même plus souvent, où on va faucher l'ensemble du domaine. Donc Alors, ça, c'est justement, facile et ça maintient les cycles de vie qu'on a déjà dans ces espaces naturels. alors, préserver le vivant, vous venez de le dire, c'est une action forte pour sauver des espèces. Alors, c'est quoi cet oiseau qu'on a choisi de mettre en avant? Alors cet oiseau, il est intéressant parce que je ne le connaissais pas. Donc, sauf qu'il y a 3 ans, un de nos hôtes me dit, il était ravi, il avait entendu l'engoulevent. Et nous, avec Aline, ça faisait un petit moment qu'on avait un cri, mais on ne savait pas où le ranger, si c'était une grenouille, un oiseau. Enfin, grenouille, ça nous paraissait bizarre, oiseau, bizarre aussi. Et on ne connaissait pas l'application, mince, du coup j'ai oublié son nom, parce que ça c'est Aline qui l'utilise. Donc, et cette personne sort son téléphone avec le cri de l'oiseau et je dis, mais celui-ci, on l'entend depuis 2 ans et je ne savais pas que c'était un oiseau. Et depuis, je l'ai vu plusieurs fois et il faut savoir que c'est l'engoulevent, c'est un oiseau qui niche au sol. Donc, si en fait on fauche, bah, c'est sûr Hum. il pourra pas venir. Et depuis, effectivement, qu'on a arrêté la fauche et le pâturage, il y a un pâturage que sur une toute petite partie. Donc, non seulement je l'entends chaque année, mais je peux le voir régulièrement s'envoler comme ça dans les herbes quand je passe pas très loin. Je crois que c'est un oiseau crépusculaire ou nocturne, c'est Oui, ça? oui, Et oui, c'est c'est ça, là où ouais. on l'entend ronronner, c'est à la tombée du jour. Voilà, ouais, ouais. Donc, Hum. et ouais, alors je sais pas si Stéphane ouais, la photo, mais pas le cri, voilà, qui est vraiment particulier. Ouais, qui fait peur, je crois, un petit peu. C'est Or, pas. peur, non, mais enfin, c'est un son méconnu
Et donc, on se demande qui peut faire ça parce que c'est vraiment différent des sons qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc là, Hum. voilà, là, c'est un exemple typique d'espèce qui n'était pas sur notre domaine il y a 5 ans en arrière et qui est revenu et qui, depuis, se plaît bien et est là en permanence. Hmm. En cherchant justement une image d'Engoulevent, moi j'étais tombé sur un texte de Lovecraft qui parlait de leur interminable message en répétition, Oui, diaboliquement rythmé sur le halètement sifflant du mourant. C'était surnaturel et monstrueux. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous avez entendu bah, dans vos prairies fleuries, mais ça y avait a de l'air d'être ça. particulier. Ouais. Ouais, il y a de ça. Ouais. Bon. Ok, donc le fauchage raisonné, ça c'est Ça, effectivement c'est une vraie piste facile à dupliquer. Il y en a d'autres en fait dont on avait parlé tout ensemble. à fait, voilà. Ça, c'est la plus facile. Tout le monde peut le faire. On va même économiquement, ben, on va utiliser moins de pétrole pour moins tondre, donc c'est même doublement gagnant. Après, là, qui va nécessiter un petit peu des investissements. Alors nous, comme je le disais, hein, c'est un travail dans le temps long qui a démarré sérieusement il y a 15 ans. C'est toutes les plantations. Donc on va travailler sur les plantes mellifères. Donc les plantes, alors il y a les fleurs. Mais il y a aussi tous les arbres, donc on travaille aussi sur bah, des variétés anciennes. Alors nous, il y a souvent une double fonction à ce qu'on va mettre en pratique. Il y a ce qu'on fait pour la biodiversité, mais il y a aussi ce qu'on fait pour sensibiliser nos hôtes. C'est-à-dire que sur le domaine, ils vont circuler, on va mettre pas mal de panneautage pour qu'ils puissent s'informer sur ce qu'on plante, et quand on met des arbres, on va mettre plutôt des variétés anciennes qui ne sont pas connues. Alors nous, on est sur la partie Hautes-Alpes de la région PACA, donc on est plutôt au pays de la pomme, de la poire, de la prune. On est un peu trop pour les abricots qui sont pas loin de chez nous, mais on est à 800 mètres d'altitude. Donc voilà, on va être vraiment sur les variétés anciennes autour des pommes, poires euh, et prunes. Et ça, ce sont des fleurs différentes qui vont favoriser. Alors, on a pas mal d'abeilles domestiques parce qu'on a quelques apiculteurs dans notre environnement, mais on a aussi énormément d'abeilles sauvages et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert avec une de nos hôtes qui a attiré notre attention sur la belle diversité qu'on avait et la quantité d'abeilles domestiques et qu'il fallait et qu'elles ont, après on s'est intéressé, et elles sont en termes de pollinisation encore plus intéressantes que les abeilles domestiques parce qu'elles ont des tailles vraiment très variées et elles vont aller dans des fleurs dans lesquelles les abeilles domestiques n'iront pas. Donc pour la pollinisation, elles sont hyper importantes. Donc tout ce qu'on va faire, que ce soit pour les fleurs ou les arbres, ça va être pour diversifier au maximum la floraison et l'étaler sur l'année aussi. C'est-à-dire avoir à la fois, alors on parle des fleurs, mais je devrais parler aussi des fruits parce que je pense à tous les insectes, mais on pense aussi aux oiseaux. Parce que les oiseaux, il y a les granivores qui vont s'intéresser à pas mal de petits fruits qu'on va planter. Donc il y a des arbres qui sont pour les fleurs, mais aussi pour les fruits. Donc il y a tout ce travail qui est fait pour les abeilles sauvages, mais qui vont décliner sur aussi les oiseaux, à la fois pour eux manger, mais aussi pour les oiseaux insectivores, où il y aura du coup de la matière pour eux se nourrir. Mm, mm. Non, mais pour tous ceux que ça intéresse et qui n'étaient pas au point là-dessus, l'abeille sauvage, elle est à distinguer hein, des abeilles à miel qu'on connaît bien et des Mm. bourdons. Et c'est vrai son existence est liée aux fleurs dont vous parliez à l'instant. Et les fruitiers que vous évoquiez, pour l'ensemble des récoltes agroalimentaires, pour nous nourrir, nous, ces abeilles-là pollinisent à 85% les fleurs de ce qu'on mange. Donc elles ont un rôle non négligeable. Et en plus, elles sont pas agressives. Mm. Mais il y a un truc que vous n'avez pas souligné, c'est que si je ne me trompe pas, ces abeilles peuvent nicher aussi dans la terre, elles. Oui, certaines, ouais. Et là, en ce moment, on a des jardinières sur la terrasse des petits déjeuners. Et en ce moment, nos hôtes observent des abeilles sauvages qui rentrent. Alors ça, il faut que j'aille creuser parce que j'ai pas l'info. Qui rentrent avec des feuilles dans leur petite galerie souterraine. Ouais. Hmm. Ben voilà, vous êtes aux premières loges pour observer Voilà. Bah, ça, c'est un phénomène magique. l'observation d'hier matin. Parce que je l'avais pas encore repéré. C'est nos hôtes hier matin qui ont noté le balai des abeilles. Et, donc je Ouais. savais qu'elles nichaient, mais là, en ce moment, il y a une période où elles rentrent avec des feuilles qui, pour certaines, sont presque aussi en, en surface aussi grande qu'elles, et elles arrivent avec ça, et elles rentrent dans leur petit Bon, terrier. ben, Ouais.
C'est une super expérience que vous proposez à vos hôtes, ça. Et donc, elles ne sont pas agressives, elles n'ont pas de miel à Pas défendre. du tout. Il y en a qui ont même, je crois qu'il y en a une grande partie qui n'ont même pas de dard, donc Ouais, tout à fait. elles sont complètement inoffensives. Ok, donc c'est mellifère. On a aussi, vous avez eu aussi d'autres bonnes surprises avec une autre de vos pratiques. Alors, pareil, qui économiquement est raisonnable quand on fait l'entretien du domaine. Donc, on va des fois avoir à tailler. Et quand on taille, il y a deux utilisations de ce qu'on va tailler. Donc, ça va servir au broyat et le broyat va être réutilisé pour aller mettre au pied des arbres pour à la fois nourrir et maintenir l'humidité parce que l'eau est un problème pour nous. Donc, il faut faire attention à ce que les plantes souffrent le moins pour qu'on ait le moins à les arroser le moins possible. Donc, en faisant nos tas de branchages à droite à gauche sur le domaine, ben, ça recrée de la vie. Donc, il y a énormément de vivants, dont le lézard vert, qui surprend nos autres parce que tout le monde ne connaît pas ce lézard qui est magnifique. Et donc, un jour, en descendant avec des autres que j'accompagnais à leur cabane, il y avait un lézard vert qui était posé sur un tas de branchages que je n'avais pas. Enfin, moi, j'avais pas vu le lézard vert, et eux l'avaient repéré et m'ont demandé pourquoi j'avais mis un lézard en plastique sur un tas de bois. Donc, et je leur ai dit non. Là, je le vois, je dis non, c'est pas du plastique, c'est un vrai lézard vert. Et en s'approchant, bon, il est parti, ils ont bien vu que c'était pas un lézard en plastique, mais ils ne connaissaient pas le lézard vert avec ses couleurs tellement flashy que ça paraît presque non naturel. Hmm. Alors, vous avez l'air de bien connaître votre faune et votre flore locale. On n'a pas parlé des. Si, vous avez évoqué tout à l'heure les ruches qui sont pas loin, les hôtels à insectes et les nichoirs qui peuvent Ouais, traîner aussi sur votre ouais, site. Mais j'y repense là, l'appli pour reconnaître les oiseaux dont vous parliez tout à l'heure, ouais. c'est Merlin Merlin. Bird. C'est Merlin pas Bird, Merlin. je Voilà, crois. il me semble Voilà, que ouais, c'est ça, Merlin. ouais. Et comment vous avez pu connaître si finement votre faune et votre flore? C'est à force de tout seul bouquiner ou vous êtes fait aider? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a notre curiosité, que ce soit Aline ou moi, on a grandi au milieu de la nature, donc il y a quelque chose qui est inscrit dans vraiment le long terme. Après, quand on était jeune, on était juste content d'y être et on ne mesurait pas forcément toutes les interactions. Et quand on est parti dans le projet, on s'est fait accompagner par la LPO. Donc, la LPO nous a aidé à faire un inventaire de toute la faune qui gravite autour de notre domaine, enfin sur notre domaine plus précisément. Donc, il y a un inventaire qui a été fait. Donc, ça nous a aidé à déjà comprendre ce qu'il y avait. Ils nous ont aussi accompagnés sur des bonnes pratiques à faire donc, il y avait un listing de pratiques à mettre en place. Alors, il n'y avait pas de choses imposées. On va à sa vitesse en fonction de ses moyens, du temps, et pour justement continuer de favoriser cette biodiversité. Donc ça, Ok. c'est pareil, la LPO. Alors là, je disais, nous, il y a 6 hectares, mais il ne faut pas 6 hectares pour solliciter la LPO. Si on a même un jardin de particulier, peut solliciter la LPO pour justement faire un inventaire et avoir des aides pour justement améliorer encore son environnement pour la biodiversité. Ok. Est-ce que c'est avec eux que vous avez appris que l'aménagement des murs de vos restanques ferait de parfaits hôtels à insectes et que vous n'auriez pas besoin, comme en ville parfois, de faire des hôtels à insectes? Alors, C'est pas eux, donc, ça? C'est vous? vous êtes venu chez nous, Stéphane. Donc, vous savez qu'on a des hôtels à insectes. On en avait parlé. On avait dit que c'était Ouais. pour le décorum. Mais c'est vrai parce que il y a tellement de cachettes pour eux dans le naturel que l'hôtel insecte ici, il est très vraiment sous-fréquenté. Donc, par contre, effectivement, on a refait des restanques récemment pour de la culture dans la pente. Et plutôt que bah, de cultiver dans la pente, on s'est dit bah, on va faire des restanques. Esthétiquement, c'est sympa. En cassant la pente, eh ben, on a un sol qui va retenir un petit peu plus l'eau. Et les restanques vont être de vrais hôtels. Alors, pas qu'à insectes, hein, là, il y a une vraie diversité dans les restanques, un peu comme les tas de branchage, en fait. Ouais. Et j'ai eu cette chance effectivement aussi de voir ces mésanges faire leurs petits allers-retours dans les nichoirs qui sont juste à côté des terrasses. Mais ça, pour le Ouais, voir, ça, il faut aller voir la vidéo où vous racontez ça dans le parcours Éco-Solutions.
Mais je m'en parlais quand même parce que là, c'est une aide. Enfin, on s'est appuyé sur les mésanges pour régler un problème. Les chenilles processionnaires, alors je pense que ça c'est pour toute la région PACA, on a régulièrement des montées en puissance. Et quand on voit les chenilles processionnaires arriver autour de chez nous, on est toujours inquiet parce que nos cabanes sont au milieu d'une pinède, hein, qui couvre pas toute la totalité parce qu'on a des milieux ouverts et des milieux fermés, mais qui couvre une bonne partie du domaine. Et si on a des chenilles processionnaires qui s'installent, ça serait vraiment très problématique. Et il y a 10 ans, ouais, 10-12 ans, on avait déjà eu une attaque il y a 20 ans, mais on avait réussi à couper toutes les branches sur lesquelles il y avait des cocons, et donc on s'en était débarrassé comme ça. Mais il y a 10 ans, elles étaient en haut des pins, et j'allais pas couper un pin pour un cocon. Donc, sauf qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et une des solutions, alors il y en a plusieurs, hein, il y a des pièges, mais quand il y a énormément d'arbres, c'est très coûteux. Donc, en continuant de fouiller, on a trouvé que les prédateurs naturels étaient la mésange bleue et la mésange charbonnière et le coucou. Alors, le coucou, il vient chez nous et je ne peux pas le fixer. C'est lui qui aime l'endroit et qui reviendra chaque année. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais pour l'aider, parce que ça ne suffisait pas, on avait déjà un nichoir à mésanges, mais il n'y en avait qu'un sur les 6 hectares et on en a mis à chaque cabane, ce qui fait une animation pour nos hôtes et ce qui les disséminait sur les 6 hectares. Et depuis qu'on a les nichoirs à mésanges, on arrive à tenir l'invasion, on va dire, des chenilles processionnaires. Donc un petit truc aussi. Voilà. Bon, super, merci pour tous ces conseils. L'espace d'un instant, j'étais à nouveau dans vos beaux espaces verts, là où il y a tant de vie, effectivement. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Laure, Gwenaël, est-ce qu'on a des questions ou des propositions, des choses qui sont remontées un petit peu dans le fil de discussion? Ouais, on n'a pas de questions à ce stade, mais ça va peut-être venir. Et effectivement, on a Oui. quand même des. Pardon. Ah, il y en a. Bah, ouais. Vas-y, ouais, Ouais, on pardon. continue. Mais on a quand même des auditeurs qui ont déjà de super bonnes pratiques, hein. Voilà, donc j'ai fait juste une liste. Adhésion LPO, nichoir, hôtel à insectes, des abreuvoirs aussi pour les insectes, absence de tonte ou parcelles en jachère, des haies sèches ou des troncs d'arbres morts qui sont laissés sur les terrains, pas de taille de mars à septembre, parking éteint la nuit. Ça, c'est voilà, quelque chose aussi Ouais. auquel il faut penser. Zéro pesticide ou chimie, ou alors des phéromones ou argile blanche pour les oliviers notamment, où il y a des problèmes aussi d'invasion de mouches. Et puis plantes mellifères aussi qui sont plantées. Voilà, donc on a une belle diversité là de super bonnes actions qui sont déjà en place, hein. Ouais, Ouais. c'est bien. Alors pour compléter, effectivement, parce que j'ai entendu l'éclairage, effectivement, ça c'est aussi quelque chose, alors j'en ai pas parlé, mais pour la biodiversité, c'est très important. Et effectivement, on a fait le choix, il n'y a aucun éclairage extérieur, il n'y a que des lampes solaires qui sont allumées par nos hôtes. Enfin, c'est pas à détection, c'est allumé par un interrupteur quand ils ont besoin, quand ils sont en extérieur. Donc il Agent. existe des lampes solaires qui sont très bien pour les terrasses. Ouais. Ok. Et la question, Gwenaël, c'était? Et on a une petite question. Comment reconnaître l'abeille sauvage de celle Ah oui. domestique? Alors c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment une grande diversité. Les plus petites vont avoir la taille d'une tête d'épingle et les plus grosses, on va les ranger dans la catégorie des bourdons, mais qui sont en fait des abeilles sauvages. Et les plus grosses sont de la taille d'un bon frelon. Donc il y a une très grande diversité de taille, de forme, de couleur. Bon, je vous ai trouvé une belle photo aussi, là. Donc ça en est une, mais qui est proche finalement de l'abeille domestique, celle-ci. Hmm. Mais il y en a Alors, qui sont vraiment surprenantes, hein. ouais, je suis retourné dans mes cours d'entomo, j'ai découvert en fait qu'il y avait plus de 800 espèces d'abeilles sauvages, hein. Donc il y en a un paquet, pour les Ouais. reconnaître, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, elles sont pas agressives, elles ont un pouvoir de pollinisation qui est colossal. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à vos pratiques, c'est que vous les préservez parce qu'elles ont un nichage au sol ou dans des interstices ou dans des espaces qui parfois sont saccagés quand on entretient ces espaces verts de façon peu naturelle.
Ok. Et peut-être, juste pour rebondir sur l'entomologie, on a la chance d'avoir avec nous le Naturoptère de Sérignan-du-Comtat. Alors, je ne sais pas si tout le Ah. monde connaît ce lieu, mais voilà, c'est un lieu fantastique qui célèbre justement le célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre et voilà, et qui déploie son site sur cette question de la biodiversité. Et du coup, voilà, site touristique, nous mettons à l'honneur au quotidien la biodiversité car c'est notre métier. Nos jardins à visiter proposent les bonnes pratiques à mettre en place. Donc voilà, là on a les bonnes pratiques aussi dans un site de découverte au-delà d'un hébergement qui propose cette sensibilisation à divers types de clientèle, j'imagine. Voilà, Et donc merci. voilà, pour mieux reconnaître les abeilles sauvages, un petit tour au Naturoptère et vous C'est saurez ça. tout sur. Ouais, Voilà. super. Merci beaucoup. Merci Bruno pour ce premier témoignage. Merci. Je vous propose de continuer avec. Alors, il faut que j'enchaîne ici. Hop, voilà, avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Alors, même chose quand j'ai réfléchi un petit peu en préparant ce webinaire, je me suis demandé comment te présenter et j'ai trouvé que Vigie du vivant, c'était pas mal. Alors, je sais pas comment présenter votre super pouvoir, Jean-Marc. Ouais, en tout cas, j'aime bien Vigie du Vivant. Je trouve que toutes les bonnes pratiques là qui ont été citées, qui apparaissent dans les commentaires, ça m'invite à l'humilité. Et, en fait, avant de trouver mon super pouvoir, j'avais bien envie de parler de d'où je parlais. Euh, Est-ce que je Alors, peux prendre une minute? bien sûr, est-ce que tu veux que je cherche cette Non, image-là? non, non, mais tu peux Non? laisser la première, mais c'était pour dire que nous, on est donc dans le parc des Préalpes d'Azur Mhm. et on est euh, près d'une rivière qui s'appelle l'Estéron, qui est une rivière qui est classée, qui est labellisée rivière sauvage. Donc pour moi, c'est une vallée qui est entièrement rurale. Il y a, le plus gros village fait 500 habitants et il n'y a pas de station de ski. Et on profite d'un environnement. Quand je voyais la carte bleue qui était présentée au début, je pense qu'on est dans la zone bleu foncé. Et en plus, cette zone-là, elle est encore plus bleu foncé parce que on fait partie d'une RIS. C'est une réserve internationale de ciel étoilé. Et sur la carte, pour moi, quand on parle de biodiversité, en fait, aujourd'hui, la biodiversité, peut-être parce qu'il y a un impact humain, mais en fait, c'est le monde de la nuit, quoi. La biodiversité, elle est en majorité nocturne. Donc, j'avais bien envie de parler aussi sur comment on sensibilise le visiteur, notamment avec peut-être la première photo là, mais sur le côté, on sensibilise Celle-ci? au monde nocturne, la deuxième. Ah, Et ah non, je attends, crois que c'est ça. ah, celle-là. Tu parlais de Laris. Voilà, Laris. Et pour moi, par exemple, en ce moment, euh, euh, donc il y a un territoire qui éteint les lumières. Nous, on fait gaffe aussi à être un camping noir. Et le 06, c'est un des derniers endroits en France où il y a des lucioles. Et en ce moment, il y a la période de reproduction des lucioles. C'est magique. En bas, c'est un spectacle incroyable. Et, euh, et par exemple, nous, on invite les gens à compter les lucioles sur l'application INPN Espèces, là. Et pour moi, il y a des sciences participatives qui permettent, en fait, de gagner en force après pour permettre au territoire de baisser les éclairages. Donc, il y a des endroits comme ça où, si on est plein à compter, on arrive à faire des corridors après pour pour que le noir permette aux lucioles de se déplacer. Et elles ont déjà déserté le 83, je crois, il y a 2 ans. Et donc, pour moi, il y a quelque chose d'important. Et c'était bien qu'on finisse sur l'éclairage, parce que un éclairage allumé toute la nuit, c'est 150 insectes qui meurent, quoi. Donc, nous, on fait de la sensibilisation. Il y a plein de bonnes pratiques qui ont déjà été citées. Euh, on va compter les chauves-souris avec des petits appareils. On fait des relevés de papillons. Alors, c'est pas moi, mais il y a des gens qui viennent, qui tentent de défiler la nuit. Donc, tous ces sujets-là, ils sont importants pour moi. Euh, mais peut-être que peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'aimerais bien parler, c'est peut-être que le super pouvoir que je pourrais revendiquer, c'est d'être un camping éco-centré. Et
pour moi, il y a un diagramme que j'aime beaucoup expliquer. Ah oui, bah ça, c'est. Voilà. Pour moi, il y a l'anthropocentrisme qui fait que il y a l'homme qui domine un peu les autres espèces. Et moi, dans l'écocentrisme, ou qui a aussi appelé le bioperspectivisme, il y a le côté où les espèces n'ont pas plus de droits les unes sur les autres. Même s'il y a un feu de forêt, je vais sûrement sauver des bébés humains en priorité parce qu'ils appartiennent à mon espèce, mais n'empêche que dans mon utopie, on n'aurait pas plus de droits les espèces les unes sur les autres. Ça, je pourrais revenir là-dessus, mais j'aimerais bien parler du petit graphique qui, pour moi, je trouve qu'il y a un côté sur les règles et sur les constats scientifiques. Donc, il y a le GIEC, évidemment, qui alerte sur le réchauffement climatique, mais pour moi, l'effondrement de la biodiversité, c'est probablement la première menace et le premier sujet qu'il faut traiter. C'est le plus urgent. Donc, il y a des constats qui sont faits, les populations de vertébrés qui s'effondrent. Mais ce que j'aime bien dans le diagramme qu'on voit là, c'est que, évidemment, il y a 10 000 ans, il n'y avait que des espèces sauvages, mais que si on prend aujourd'hui, la biomasse, c'est vraiment, on met tous les animaux sur une balance et on pèse. Donc, on pèse en gigatonnes. Et ben aujourd'hui, tous les animaux sur Terre, si on les mettait sur une balance, ils pèsent autant que les chats et les chiens. Et si on rajoute le bétail et si on rajoute l'homme, en fait, c'est monstrueux. Genre, on peut mettre tous les rhinocéros, les castors, les renards sur une balance, c'est vraiment infime. Et quand on regarde les projections en 2050, en fait, les proportions sont vraiment folles. Donc pour moi, l'écocentrisme, c'est vraiment faire la place au monde sauvage et lui donner une place. Et donc, pour moi, Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier levier d'action qui peut être activé pour reconnecter les gens avec cette biodiversité sauvage, c'est d'impliquer les clients dans ces séances de découverte avec les ciels étoilés, avec les sciences participatives dont vous parliez tout à l'heure pour le comptage des lucioles. Mais il y a aussi, je crois, la présence d'indicateurs qui sont partagés avec les clients sur le site du camping. ouais, alors nous, il y a des indicateurs, mais je vais passer vite. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on affiche en live le côté l'indicateur ppm, c'est-à-dire le pourcentage de particules par million qui est dans l'atmosphère, histoire de pouvoir sensibiliser sur le carbone. Bon, ça, c'est évidemment que le réchauffement climatique, il impacte sur la biodiversité. On, on a un afficheur qui affiche notre consommation électrique en watts aussi. Donc, il y a des indicateurs qu'on partage. Et je me souviens Mais de l'indice de noirceur aussi. Vous communiquez ah sur oui, cette voilà, fameuse. oui, c'est vrai qu'il y a l'indice de Voilà. noirceur. Mais ça, c'est grâce au parc, hein. Merci le parc, parce qu'on a été formé à la biodiversité nocturne. Donc maintenant, on est équipé. On peut mesurer la noirceur du ciel. On peut compter les chauves-souris. Et en plus, on est formé à la lecture du ciel étoilé. Donc nous, par exemple, le jeudi soir, en fait, c'est une soirée où il y a aucune. Pourtant, il y a de la restauration, mais on finit par manger dans le noir parce qu'on enchaîne sur une lecture du ciel et une sensibilisation au ciel étoilé, quoi, aux enjeux. Bon, il y en a plein. Euh, mais en fait, j'aimerais bien. En fait, je veux bien faire une petite liste vite fait nous, ce qu'on fait pour la biodiversité. Euh, Peut-être en regardant le camping du ciel, quoi. Mais ça, il y a pour nous, dans les principales mesures, c'est que c'est un terrain de 5 hectares qui va jusqu'au bord de la rivière. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, bon, on essaye de faire du paillage, tout ça, ça a été dit. On essaye d'éviter la pollution. Pour moi, la pollution, la chimie, ça a été dit aussi dans les commentaires, c'est hyper important. Donc, on a un restaurant, mais on n'utilise pas de javel. On essaie d'utiliser de la vapeur. Euh, les tailles, etc. Tout ça, je ne reviens pas trop dessus, mais les insecticides, on fait des tentatives de filtre à broyat. Euh, et on essaye aussi de. En fait, il y a 1000 cervidés dans notre région. Et ça entretient peut-être pas assez la forêt. Donc, on essaye aussi de faire des copâturages avec des chèvres qui passent leur journée à manger et à faire et à
amender le sol, quoi. Et d'ailleurs, il y a un voisin qui est dans le parc aussi qui fait des tests d'entretien de la forêt sur une réserve de 600 hectares pour montrer que les grands mammifères, les bisons, les chevaux de Przewalski qui étaient là avant, comment ils entretiennent la forêt. On a besoin de mammifères pour faire nos auxiliaires, quoi, de jardinage. Donc Jean-Marc, si j'ai Euh, bien compris, l'éco-pâturage, c'était pas seulement pour remplacer la tondeuse, c'était aussi parce que vous aviez constaté une baisse de la biodiversité sauvage qui entretenait la forêt jusqu'à présent. ouais. Et nous, ça, lors du Brame du Cerf, chaque année, le concert, il est un peu plus petit. Donc, Oui. il y a quand même une forte pression pour moi sur la vie sauvage. Donc, nous, enfin, en tout cas, on a réduit notre impact d'activité, on a réduit, euh, j'ai mis une petite ligne jaune, mais le camping aujourd'hui, il est sur 5000 mètres carrés. Tous les espaces en bord de rivière qui sont sensibles, et tous les bords de ripisylves, on les a laissés, entre guillemets, pour être invités dans le monde sauvage avec des consignes de marcher sur les chemins, de faire attention. Donc, on essaye de réduire au maximum. On a limité le nombre d'emplacements. Et surtout, on a une politique de non-consommation. C'est-à-dire qu'on essaye par exemple, il y a des gens qui aimeraient bien venir à la rivière une journée. En fait, c'est possible, mais notre prix est tellement dissuasif, c'est 20 € par personne, que personne ne vient, parce que c'est moins cher de dormir sur place. Donc, nous, si on dort une nuit, c'est aussi assez cher. Et à partir de 2 nuits, en fait, on est à un camping hyper abordable. Donc, nous, il y a un côté, on veut que les gens y viennent et qu'on ait le temps de leur expliquer les règles d'un écocentrisme, quoi. Et pour moi, ce que je me méfie, c'est qu'il y a euh, il y a même en ce moment, avec la canicule, il y a un tourisme pour moi de canicule, quoi. Il y a des gens du littoral qui viennent dans l'arrière-pays parce qu'ils y voient un espace de liberté. Et, euh, et il y a ce côté anthropocène où, en fait, il y a des insectes qui m'embêtent. Nous, on a des insectes incroyables. Enfin bon, il y a une araignée qui me dérange. En fait, je m'autorise à tuer ce qui est sur mon chemin. Donc moi, il y a une sorte de finalement, peut-être ce que j'ai envie de partager dans ce côté écocentrisme, c'est ce dialogue qu'on nourrit avec le visiteur et qui finalement parle presque de règles, quoi. Ouais, Donc c'est pas, c'est ça ça. paraît pas très sexy de parler de règles, mais pour moi, euh, c'est comme si, alors il y a des rallyes qui sont organisés dans notre parc et je trouve ça bizarre, mais il y a un côté, euh, on va dans la RPI, c'est pas pour conduire plus vite et se sentir pilote de rallye. Pour moi, on va dans une zone où il y a des animaux, la route c'est un piège mortel, on devrait réduire notre vitesse et on devrait faire attention encore plus. euh, Ça devrait être un espace où il y a encore plus de règles fragiles et fines que dans un espace urbain pour moi. Donc Mm. nous, il y a un dialogue qui s'installe sur la pollution sonore. On ne va pas amener ces enceintes. Il y a tellement d'oiseaux quand on est attentif, on sait, qui captent notre présence tellement avant qu'on soit arrivé. On interdit les chiens. Alors, c'est des choix aussi économiques, mais les bords de rivière sont trop fragiles pour nous. Il y a tellement peu d'endroits qui sont dédiés aux sauvages que on veut pas qu'il y ait Alors, des chiens qui pointent, qui marquent le territoire. Euh, donc, donc on l'a vu, Jean-Marc, il y a un levier où c'est votre action sur la biodiversité, la manière dont elle est entretenue, les tailles, l'éco-pâturage, pas de pollution chimique, etc. On l'a vu juste avant, il y a le lien fort avec l'implication des clients. Et là, notamment, il y avait un truc très intéressant que vous venez de souligner, c'est réduire la vitesse. Moi, j'ai pensé aussi à la manière dont vous invitez les gens à rester longtemps pour partager ces règles que vous êtes en train d'évoquer et à vivre des vacances inspirées par le concept je sais qu'Olivier Hamon, il vous a beaucoup inspiré, là, le concept de robustesse, mais donc voilà, ralentir, quoi. Ralentir, c'est quelque ouais. chose d'important chez vous. Et il y a un troisième levier que vous êtes en train de commencer à évoquer, là, c'est celui justement de comment, c'est la manière dont vous vous interrogez sur votre appartenance au territoire, comment respecter les règles seul et à plusieurs. Et donc, vous avez dicté aussi, alors je vais aller sur la charte du campeur, mais on peut faire un focus de l'Europe jusqu'au camping. Il y a tout un ensemble de règles auxquelles il faut répondre et vous y avez bien réfléchi, je crois. Ouais, parce que pour moi, en fait, bon, même si il y en a certains qui diraient qu'en ce moment, les règles, ça va pas terrible avec la loi du plomb, etc.
Mais quand même, je trouve que l'Europe, il y a plein de directives qui sont hyper intéressantes et qu'il suffirait d'appliquer. Et moi, je peux constater des fois que en milieu rural, en milieu préservé, il peut y avoir l'envie de dire, en fait, on n'a pas envie que les règles de l'Europe, que les règles, elles s'appliquent ici. Il y a un côté où il y a un bon sens, on sait comment faire, etc. Et moi, je trouve que, en fait, si déjà on appliquait toutes les règles qui préservent le vivant, les règles, elles évoluent plutôt bien. Par exemple, si je prends la réglementation à incendie que je trouvais assez nulle il y a 5 ans, parce que il fallait, pour éviter les incendies, que tout soit rasé, propre, eh ben, il y a le côté, en fait, non, c'était trop. Maintenant, il y a des îlots de biodiversité. Ils conseillent de ne pas éradiquer la biodiversité non plus dans les règles. Enfin, c'est peut-être des règles de notre département, mais Vous pour dites moi, île, vous pensez à qui là il fallait raser et maintenant on tolère les bah, bosquets, avant, les il y avait haies. sur la préfecture, avant, elle édicte des règles, par exemple, pour être ouvert au public et accueillir. C'était des règles quand même compliquées quand on veut garder une couverture du sol. Et, et en même temps, maintenant, bah, on se rend compte qu'un sol à nu, ça réchauffe beaucoup plus vite. C'est horrible pour le vivant. Et ben, je trouve que les règles de la préfecture ont changé pour plus qu'on rase à blanc contre les incendies. Et ça, je trouve que c'est hyper positif. Donc, pour moi, il y a un côté les règles, moi j'ai tellement appris grâce au maillage territorial, grâce aux naturalistes, aux gardiens de réserve, même aux gardes forestiers du parc, quoi. À chaque fois, les règles, ben, moi je savais même pas, mais j'ai appris que en fait, dans tout le parc, les chiens sont tenus en laisse, justement pour éviter les pointages, etc. Donc il y a des règles, il suffit qu'on les applique pour préserver la biodiversité. Et je trouve que en fait, faire qu'un quelqu'un qui est un peu trop urbain, quand il vient ici, on lui rappelle que il va être invité dans un territoire sauvage et qu'il y a des droits, et ben ça passe par expliquer des fois simplement les règles de vie du campeur. Donc ça se traduit par un discours à l'accueil, une charte, mais c'est nous on dit bah, la chimie c'est un des trucs principaux, bah, mettez des pulls, mais vous baignez pas tout crémeux dans la rivière. Euh, Ou des chapeaux. Ou des chapeaux pour se protéger Mettez du des soleil. chapeaux. Bon, nous, on fait hyper gaffe aux récipients en eau, mais bon, même il y en a, ils se couvrent vraiment de pesticides dès qu'il y a 3 moustiques. Bon, Hum. et donc, enfin, il y a comme une charte où on essaye ça nous permet aussi de clarifier, parce que pour moi, c'est faire du commun, édicter des règles, et c'est aller ensemble. C'est pas faire des actes isolés. Donc, nous, si j'ai le temps encore, mais il y a une association qui s'appelle Aristé. J'ai vu qu'il y avait un petit logo au début de la présentation. Et en fait, pour moi, on est plusieurs acteurs du parc et on se fédère via une association pour aller plus loin et on a commencé à proposer des droits juridiques pour la nature. Donc, on se fait accompagner par une association qui s'appelle Wild Legal, qui est super. Et on a rédigé une déclaration citoyenne des droits du fleuve Var et des affluents pour commencer à dire, en fait, la nature n'est pas un objet du point de vue juridique, ça pourrait être une personne morale. Et pour moi, j'aime bien l'idée qu'à plusieurs, on commence à se mettre ensemble pour réfléchir à des droits pour la nature. Mais c'est Donc, ça qui est intéressant, c'est vous le soulignez là, vous avez tissé des liens avec des acteurs de votre territoire pour réfléchir aux règles qui vous sont imposées et par là même, ces gens-là sont devenus des partenaires. Finalement, c'est ah avec eux ouais, que vous avez créé toute cette réflexion sur les indicateurs, les sentinelles, les vigies de biodiversité. c'est ça. Donc nous, le sous-titre de l'association Aristé, c'est Veilleurs du vivant. Donc on met en place des indicateurs communs pour mesurer comment se porte la biodiversité, parce qu'en fait tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour moi, le maillage, alors on se retrouve sur la défense de la biodiversité, mais en fait, l'année prochaine, c'est possible qu'il y ait des sortes d'offres, de parcours, de séjours pour aller voir les pratiques qu'on va faire ensemble. Donc, il y a un truc très vertueux à se retrouver autour de c'est quoi nos protocoles de plantation, qu'est-ce qu'on constate, c'est quoi les menaces. Pour moi, en fait, tout seul, je me sentirais ultra isolé.
Et en fait, je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi dépasser les éco-gestes et que la biodiversité, c'est un sujet de tout le temps, c'est un sujet de territoire. Euh, Bah, c'est une super conclusion, ça, Jean-Marc, de souligner le côté ensemble de la démarche. hmm. Euh, Merci beaucoup pour toutes ces sources d'inspiration. Je vous coupe un tout petit peu parce que je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas des questions ou des gens qui voudraient interagir avec vous, leur donner peut-être la possibilité de le faire. Gwenaëlle, Laure, Alors, est-ce qu'il y a des genres de questions? en tout cas, on a pas mal de personnes qui sont très enthousiastes, en tout cas qui trouvent que la charte est une très bonne idée. Voilà, il y a beaucoup de bravos et qui aimeraient s'en inspirer. Et on demande si on peut, est-ce que vous pourriez la communiquer? Je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse, est-ce qu'on pourrait la diffuser auprès des participants? Je ne sais pas, je comprendrais que, Pour inspiration? voilà, Alors, pour inspiration. moi, je suis très open source et Ok. par contre, s'il y a des riverains du Var ou de ses affluents, je veux bien aussi que vous signiez notre déclaration de reconnaissance des droits du fleuve Var et de ses affluents. Le lien, promis, il y aura des liens dans la présentation que les participants pourront récupérer, des liens vers ça et vers d'autres choses que vous avez évoquées, notamment les applications, l'étude de la RBE, etc. On J'oubliais peut-être mettra, juste, ouais, oui, on le mettra à la fin avec tous les liens le utiles. lien vers la LPO aussi, les Mm. acteurs qui nous accompagnent aussi dans toutes ces démarches. Pardon, je t'ai coupé, Stéphane, mais Oui, parce que je voulais qu'on ouais. profite aussi des derniers temps d'échange, peut-être pour avoir vos retours à vous, participants là, qui avez entendu toutes ces sources d'inspiration. J'en ai répertorié 7 parmi tout ce qu'on a entendu de Bruno et Jean-Marc. Et pour avis, j'aurais voulu savoir lesquels vous aurez le plus séduit, s'il fallait en choisir 2 parmi ces 7-là, dans l'ordre de préférence, toujours dans le fil de discussion. Dites-nous un petit peu, alors je peux les lire, mais vous les avez aussi sous les yeux. Prenez le temps de nous dire si vous seriez plus enclin à faire un inventaire faune-flore sur votre site, si vous iriez vers la plantation des bonnes plantes adaptées au climat, au sol, si ce fauchage raisonné vous inspire, si les temps d'observation, qu'ils soient nocturnes ou diurnes, mais rappelez-vous, hein, la biodiversité, c'est le monde de la nuit, nous disait Jean-Marc tout à l'heure, donc pourquoi pas des temps d'observation à la tombée du jour. Pratiquer le zéro phyto, broyer ses déchets verts et les pailler, ou aller jusqu'à l'éco-pâturage, si c'est possible chez vous et si c'est inspirant. Voilà. Parmi ces 7 qu'on a évoqués avec nos invités, est-ce que certains seraient OK pour nous dire votre top 2 dans le fil de discussion? Et puis, bah, voilà, s'il y a encore des réactions qui sont Moi, des... ouais, je veux bien rebondir. On a Claire Prost qui est présente et qui explique aussi un peu les initiatives institutionnelles qu'il y a sur cet élément de biodiversité. Je trouve intéressant de relayer ce qu'elle a dit. Voilà, l'Office de tourisme du Grand Avignon est en train de s'emparer des inventaires ABC, c'est les inventaires, pardon, Atlas pour la biodiversité communale, réalisés sur les communes en les superposant aux sentiers de randonnée. Voilà, certains secteurs devraient être équipés d'un outil pédagogique à définir avec des contenus vulgarisés, objectifs grand public pour prise de conscience et protection. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment une initiative hyper intéressante à souligner dans la voie de la sensibilisation du plus grand nombre sur les sentiers. Pourquoi pas relayer Voilà. dans la présentation, dans les liens utiles? Est-ce Ouais, qu'il y a un lien? Est-ce qu'elle nous a eh communiqué un ben, lien? non, là, il n'y a pas de lien, mais on va lui demander de nous partager le lien. Voilà, après, il y a eu pas mal d'échanges aussi. On a, voilà, dans la conversation, des gens qui s'échangent aussi leurs bonnes pratiques. Mm. Voilà, je crois que, ouais. On a un commentaire aussi du Mandala qui nous parle Mm, d'une association donc, qui s'appelle la Via Natura, de petits campings éco-responsables, voilà, qui est un réseau convivial et dynamique et où il y a également une charte. Ils ont également une charte. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, donc, qui a été diffusé aussi dans la conversation. Une petite info là, je mets protocole habitat biodiversité. Enfin, vous pouvez googler ça. Nous, c'est un protocole qu'on utilise entre les jardins là pour faire nos inventaires. Ça permet d'avoir un peu un protocole qui est uniforme pour que ça ait un peu plus de sens. Voilà.
Super. Ok. Il n'y a pas eu un petit mot du naturoptère qui a dit moi aussi, je peux le faire? Non? Non, on n'a pas Je eu de- l'interpelle là exprès pour savoir Mm. si s'il veut faire la publicité de ses super services. Et Ouais, on a... je sais pas. Ouais, c'est Ouais. pas tout ce qui a été fait. En fait, ça a été très très bien expliqué par les deux représentants. C'est en effet un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait sur le naturoptère. Voilà, donc en fait, il y a pas. C'est un peu nos actions prioritaires. Mm. Donc voilà, on accompagne d'ailleurs pour ça, mais il y a plein d'idées comme vous voyez la charte. En fait, on faisait des choses, mais on n'avait pas pensé à le communiquer. Et c'est une super idée parce que pour parler de tout ça, il faut parler de ce qu'on fait quoi. Donc là, on est en train de prendre une super idée quoi. Merci en tout cas. Super, merci à vous. Et peut-être il y avait une question, comment être accompagné pour l'inventaire faune-flore, ne pas se tromper ou d'oublier des espèces. Je pense que la LPO, me semble-t-il, vous complétez, mais semble être la structure la mieux indiquée. Voilà, Bruno a travaillé avec la LPO, hein, il l'a dit lui-même, voilà, et c'est vraiment un beau relais qui en plus donne des outils, aide à la mise en action au-delà de juste recenser les espèces, donnent des bonnes pratiques pour encore plus les attirer. Donc, Ligue de protection des oiseaux, il y en a une en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous avez un site internet, on le mettra en ressources aussi. Ok. Avec voilà. C'est noté. Eh ben, il est Bon. 13h59. Moi, je tenais à remercier une fois encore les participants, les organisateurs, mais nos deux super-héros pour toute cette dose d'inspiration. Merci encore à tous les deux. Et Laure, peut-être je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Merci à toutes et tous pour voilà, les échanges nombreux et enjoués et dans la conversation, la clarté des propos de nos deux invités, voilà, ta brillante animation Stéphane, toujours très très dynamique, et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire, aux deux prochains. Là, voilà, j'ai plus les dates en tête, mais je vous les ai cités en début de séance. Il reste de la place. Et je salue aussi Nicolas Blanchard de l'ARBE que j'avais pas vu. Voilà, n'hésitez pas, on vous mettra aussi le lien vers l'Agence régionale pour la biodiversité qui fait un travail énorme sur cette question-là et qui travaille aussi avec les entreprises. Donc, il y a énormément de ressources très intéressantes sur leur site. Voilà, et voilà. Et merci à tous. Le prochain webinaire, jeudi 4 juin 4 prochain, juin. c'est Économie d'eau, chaque goutte compte. Voilà, Donc, voilà. on espère vous N'hésitez retrouver. pas à vous inscrire. Voilà, c'est encore ouvert. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Ah, il est Bon 14h, ce après-midi. webinaire qui se termine à la bonne heure, c'est parfait. Au revoir et Bonne merci.